Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Didier Hameau. Philippe Salle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Altran. Vous venez de publier vos comptes 2012, c'était en fin de semaine dernière. Oui. Plutôt bien reçu par la bourse, c'est pas mal passé. C'est vrai que les chiffres sont plutôt convaincants. On a un bénéfice net de 64,6 millions d'euros, un second semestre avec une marge qui remonte à 9,6%. Globalement, des analyses visiblement convaincues. Les analystes parisiens étaient plutôt chauds, comme on dit, sur votre dossier récemment. Ça vous inspire quoi, ces chiffres ? Ça nous inspire, je dirais, de la confiance pour toute l'équipe de management et pour moi-même du plan stratégique qu'on a mis en place en 2011. On est en train simplement de faire ce que l'on a dit petit à petit. La route n'est pas terminée, bien sûr, mais nous sommes, je dirais, en chemin pour atteindre nos objectifs 2015. Donc, on va reparler effectivement de ce plan, de cette feuille de route 2012-2015, avec des objectifs très clairs, clairement établis. C'est ce que vous aviez fait en arrivant tout de suite. Vous aviez établi cette ligne, vous vous y tenez. Et c'est ça sans doute aussi ce que le marché retient, c'est que vous êtes sur cette trace-là qui est bien marquée. Exactement. En fait, quand j'avais présenté même le projet en 2011, beaucoup étaient encore incrédules, aussi parce que, en fait, certainement, je venais d'arriver. Donc, c'est toujours la même chose. La crédibilité se fait aussi avec le temps. Et je pense qu'effectivement, le plus important, c'est simplement de prouver année après année que l'on trace effectivement la route en fonction de notre axe stratégique 2015. Alors, il y a des points forts dans cette marche à suivre, si on peut dire, avec 12 projets, c'est ça. Et parmi ces projets, l'Asie, par exemple, qui est un point fort chez vous, vous insistez vraiment sur ce développement. Comment ça se passe là, pour ce développement en Inde et en Chine ? Oui. Alors, vous avez raison. D'abord, le marché asiatique est le plus gros marché du monde en termes de R&D. C'est le marché aussi qui croît le plus vite. D'autre part, c'est un marché aussi qui devient international, en ce sens que nos clients européens nous demandent d'avoir une présence en Asie. Donc, nous sommes aujourd'hui présents en Inde, en Chine et en Malaisie, et un petit peu aussi en Middle East. Et je dirais qu'aujourd'hui, les trois marchés sont en croissance à double chiffre. Comment ça se passe quand on s'installe là-bas ? C'est difficile déjà de gagner des parts de marché, de s'installer, de racheter des sociétés qui sont installées là-bas en Chine ou Alors en Chine, c'est difficile. D'ailleurs, pour l'instant, en fait, on n'a fait que de la croissance organique. On accompagne nos grands clients européens en Chine et on travaille aussi pour des clients chinois, par exemple comme Telecom China. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, il est très difficile d'identifier des cibles et je pense que les acquisitions, en tout cas, dans le pays qui est la Chine, vont être, à mon avis, quasiment impossibles. Alors, votre bureau, par exemple, en Malaisie, c'est un point pour vous important, justement, pour aller voir ce qui se passe sur place directement ? Exactement. Alors, en Malaisie, il faut savoir que c'est un des pays d'Asie du Sud-Est qui est certainement le plus développé. C'est un peu une tête de pont pour nous, qui est proche d'abord de Singapour, donc proche d'un hub aussi. C'est un pays qui est en forte croissance, qui a aussi une forte demande technologique et qui nous permettra ensuite peut-être d'attaquer des pays plus au sud, comme l'Indonésie ou l'Australie à terme. Alors, vous ne négligez pas l'Europe, puisque vous avez fait une grosse opération en Allemagne. Oui. Vous pouvez rappeler un petit peu les termes. Sûr, c'est très gros, puisque c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Exactement. Industrie Hansa, donc, qui a à peu près 2000 collaborateurs, qui fait 161 millions de chiffre d'affaires en 2012, et ce qui nous permet grosso modo de tripler notre taille en fait en Allemagne, qui devient ainsi notre deuxième marché au niveau mondial derrière la France. Alors, c'est une société qui est très en pointe sur l'automobile, entre autres. Alors, le marché allemand est un marché plutôt automobile, beaucoup plus que d'autres marchés en Europe, en tout cas que le marché français ou italien. Et donc 60% de son chiffre d'affaires, effectivement, est dans l'auto. Ça veut dire que vous croyez au marché de l'automobile ? Nous croyons énormément dans le marché de l'automobile et nous pensons d'ailleurs que dans le marché de l'automobile, il y a énormément de technologies à pousser. Simplement, évidemment, certains constructeurs sont plus en forme que d'autres. Et aujourd'hui, effectivement, les constructeurs allemands ont le vent en poupe. Alors, globalement, cette sinistrose française, parce que là, il y a quand même une dichotomie, c'est vrai, il y a une différence de traitement entre certaines marques pour lesquelles ça se passe très bien. En France, c'est vrai que c'est très difficile pour Peugeot, pour ne pas les citer, et d'autres. Vous vivez ça comment, cette différence de traitement et ces poches de croissance d'un côté, puis cette sinistrose de l'autre ? Écoutez, on vit ça aussi difficilement avec nos clients. PSA est un client historique pour nous. C'est un client qui est très important. Il faut savoir aussi quand même que la technologie en France a énormément de choses à montrer à l'étranger, notamment en tout cas par exemple les moteurs diesel qui sont quand même quasiment uniques. Mais on a souffert bien sûr avec Peugeot l'année dernière, mais comme avec nos très grands clients, notre objectif c'est de souffrir avec eux et en même temps d'être heureux avec eux quand le marché se retournera. Il y aura de toute façon un moment où Peugeot retrouvera à mon avis des couleurs, je pense que c'est qu'une question de temps. Et le plus important là-dedans, bien sûr, c'est de continuer à innover,
Nous essayons simplement d'accompagner Peugeot pour essayer d'innover à moindre coût, pour l'instant, pour essayer de passer cette vague difficile. Mais nous sommes confiants qu'un jour, je dirais la croissance reviendra, bien sûr, comme dans un marché comme la France. Alors, dans la recherche et développement, vous êtes les rois de la recherche et développement en quelque sorte, si on peut dire, chez Altran. Il n'y a pas que l'automobile, heureusement, il y a l'aéronautique, il y a Oui. l'énergie, ce sont des secteurs qui se portent bien. L'aéronautique, on en parle encore aujourd'hui avec l'énorme contrat Exactement. chez Airbus. Ça se passe vraiment bien pour vous, il y a vraiment une forte visibilité? Oui, alors dans l'aéronautique, on a une très très grande visibilité, à la fois d'ailleurs dans le marché je dirais d'aviation civile, mais aussi dans les marchés de la défense. Et nous travaillons aussi dans tout ce qui est satellitaire avec Astrium, par exemple, dans le groupe EADS. Aujourd'hui, effectivement, la visibilité est à plusieurs années. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a encore énormément de challenges dans les prochaines années et énormément je dirais, d'investissements technologiques à faire encore sur ce marché-là. Est-ce que c'est vraiment le marché le plus porteur actuellement? Ça a été le marché le plus porteur les dernières années. Je ne pense pas que ça sera le marché le plus porteur dans le futur. Je ne pense pas qu'il y aura une décroissance, mais simplement la croissance va certainement faiblir. Et je pense que les marchés, notamment justement liés à l'énergie, seront les marchés certainement les plus forts dans les prochaines années, et aussi ceux liés à la pharmacie. Donc, l'énergie déjà pour la sortie du pétrole progressivement, d'autres énergies, c'est ça? Oui, on travaille beaucoup dans le nucléaire, on travaille dans l'éolien en Espagne, on travaille aussi sur le solaire par exemple, même dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Mais il est évident que les énergies non fossiles ont un avenir et il y a encore des défis technologiques pour le futur. La pharmacie, on y pense peut-être moins. C'est vrai que le grand public, peut-être, n'assimile pas aussi vite l'idée Altran, recherche avec la pharmacie. Exactement. Ouais, Alors sur la pharmacie, nous on travaille beaucoup en fait sur ce que sont les appareils, par exemple l'imagerie médicale, par exemple, mais aussi tous les appareils que vous pouvez utiliser tous les jours, comme les seringues, etc., où on essaye d'innover aussi dans ce monde-là. On ne travaille pas en revanche dans le monde du médicament. D'accord. Un mot sur les télécoms, qui est aussi un des grands secteurs. Bon, là, il y a tout le buzz autour de la 4G en ce moment. Pour vous, c'est important? Oui, c'est un secteur très très important aussi. Les télécoms, c'est quasiment 1/5 de mon chiffre d'affaires. Aussi en croissance l'année dernière et qui restera en croissance dans les prochaines années. Idem, parce qu'il y a des grands défis technologiques. Défis, bien sûr, de vitesse, donc notamment la 4G qui va arriver en France, mais qui est déjà arrivée dans d'autres pays en Europe. Défis aussi de convergence, justement, entre le contenu et le contenant, qui devient de plus en plus complexe. Et donc de la bande passante, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les opérateurs. Et on travaille à la fois d'ailleurs pour les opérateurs et pour les constructeurs dans ce métier. Alors, vous avez beaucoup communiqué récemment sur ce qu'on appelle les systèmes intelligents. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Mais en fait, un système intelligent, c'est la partie de logiciel qui est dans tout appareil. Donc dans votre téléphone, dans votre voiture, dans les avions. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, on est entouré en fait par des systèmes intelligents. Même votre four a une partie de logiciel qui permet aussi de communiquer. Et c'est un marché en fait qui est sous-jacent, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, comme vous dites, parce qu'on voit plus les marchés industrie par industrie. Mais c'est un marché qui est en forte croissance à double chiffre et qui va de plus en plus, je dirais, avoir une place prépondérante dans notre vie plus tard. Donc on voit des marchés en croissance. Pour vous, c'est quoi le frein? Il y a un frein peut-être du côté de la formation. C'est difficile de trouver des ingénieurs en ce moment? Alors tout dépend des pays. Je dirais qu'il y a une sorte de dichotomie aujourd'hui entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. C'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui de recruter en Europe du Nord et notamment en Allemagne. C'était vrai qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement. Donc notre croissance est limitée en fait par notre capacité à recruter. C'est moins vrai aujourd'hui en France et en Europe du Sud où là, pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas de grands soucis en tout cas de recrutement. Pour vous, les filières sont efficientes en France en particulier? Oui, d'abord en France, on diplôme quasiment le plus d'ingénieurs, je dirais pas versus tous nos concurrents, entre guillemets, les autres pays en Europe. C'est moins vrai, hélas, en Espagne, en Italie. Mais la formation, en tout cas technique française, reste pour moi une des meilleures formations mondiales. Pour finir, vous pouvez nous parler un petit peu de 2013 avec... bon, vous n'avez pas été super précis, on va dire, sur 2013. Vous avez une feuille de route qui est plus longue jusqu'à 2015. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être? Non, on n'a pas été précis parce que l'objectif, c'était vraiment d'expliquer qu'on continue la croissance rentable. Croissance rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on estime que l'on va continuer à faire de la croissance organique cette année, qu'il y aura bien sûr un effet aussi non organique avec les acquisitions qu'on a faites l'année dernière, plus d'autres acquisitions à venir en 2013. Et quand on dit rentable, ça veut dire simplement que notre rentabilité de cette année sera supérieure à la rentabilité de 2012. Voilà. Et donc en ligne avec notre plan stratégique de viser une rentabilité à plus de 11% en 2015. Et pour terminer, ça ce sera pour les analystes qui nous écoutent, une question autour des océanes, les fameuses océanes. Qu'est-ce que vous allez faire alors ça, c'est un sujet sur lequel on ne fait pas de commentaires, donc c'est une décision du conseil d'administration qui viendra bien en son temps. Merci Philippe Salle, PDG d'Altran. Et vous pouvez retrouver cette interview sur Europe 1, sur le site d'Europe 1, europe1.fr.
Bonsoir.